Mhm. Bonjour à tous, à toutes. On va laisser un petit peu aux participants le temps d'arriver. Je vois quand même que ça arrive vite. On avait une dizaine de personnes qui étaient déjà dans la salle d'attente à 13h pile. Bonjour tout le monde. Ce qu'on vous propose peut-être, le temps que tout le monde arrive, c'est d'utiliser d'ores et déjà le chat pour indiquer vos prénoms, votre profession, peut-être la région où vous êtes. Ça va nous permettre de se connaître un petit peu plus. Et du coup, en parlant de discussion, j'en profite pour préciser qu'il y a les questions-réponses et la discussion. Ah Préférez oui, la discussion pour vos échanges entre vous et pour discuter, et les questions-réponses pour les questions qu'on traitera à la fin du webinaire. Sinon, la discussion est désactivée, on me dit. Donc, je me suis planté dans le paramétrage, ça arrive. C'est une première. Pourtant, chez moi, ils disent qu'elle est activée. Bon. ah, c'est vrai que moi je vois hôte et panéliste, donc je pense que eux ne peuvent pas écrire dedans. Ah. On découvre avec vous les fonctionnalités de Zoom. Mais sinon, on va s'adapter s'il n'y a que le QNR qui est actif. On se permettra simplement de mettre de côté les messages informatifs, enfin, de ne pas y répondre, de ne pas en faire une réponse à la question. Et puis on va avancer comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Alice? Ouais, bah je vais vite fait regarder si j'arrive à comprendre dans les paramètres comment on l'active, mais sinon on fera comme ça. J'ai essayé d'envoyer un message dans la discussion, dites-moi si vous l'avez vu. Parce que j'essaie de changer les paramètres à la volée. Alors, attends. Moi, je le vois. Moi, je vois ton message dans le chat. Mais toi, t'es panéliste, tu triches. Je triche, c'est vrai. Euh, C'est lancé, je peux plus modifier les paramètres, je suis bête. C'est logique. Ah, vous pouvez pas répondre. Bon, eh ben, alors, on va utiliser la question-réponse et puis on se dépatouillera pour trouver les oui, voilà. les questions que vous vouliez nous poser. Donc, quand vous dites on ne peut pas répondre, vous voudriez répondre à cette question en direct. D'accord. Bon, ça- Bon, ça n'empêche pas, si vous le souhaitez, de noter, on voit vos prénoms, donc ça c'est bien, de noter éventuellement votre profession et la région si vous le souhaitez, et nous on fera le tri après. Je crois que j'ai trouvé les boutons. Normalement, ça devrait marcher Ah, maintenant. Voilà, c'est bon. Désolé pour cette erreur technique. Je ne suis super. vraiment pas le pro de l'informatique du jour. Bon, et ben bravo. Merci à tous en tout cas pour votre patience. Du coup, on récupère le fil, Alice. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah, je te laisse récupérer le fil et du coup, je fais un peu le ménage dans les questions-réponses pour que l'on se retrouve tout à l'heure. Ok, super. Alors, on est 20 donc vous êtes 19 connectés. Il est 13h05. C'est le moment déjà de vous remercier d'être là. On est vraiment très content de vous accueillir aujourd'hui. On va laisser peut-être voilà, d'autres personnes se connecter et nous rejoindre au fur et à mesure. On sait aussi qu'il y a des personnes qui verront l'événement en replay. Donc, c'est aussi pour ça que vous nous voyez, mais qu'on n'allume pas toutes les caméras. C'est pour permettre à ce replay de, voilà, de préserver l'image de chacun et, et de se faire dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, on est réunis pour parler des relations entre associés. Donc, c'est pour ça que vous nous rejoignez. On va pour ça utiliser le prétexte d'une étude de cas, histoire de pouvoir naviguer autour d'une histoire réelle. En fait, il se trouve que j'ai, dans ma première vie professionnelle, été avocat et rencontré beaucoup de cas d'association, dont l'un m'a inspiré ce cas, mais ça pourrait s'appliquer à tout type d'association et on l'espère entrer en résonance avec vos problématiques actuelles ou à venir si vous réfléchissez à vous associer. Alice, est-ce que tu avais des choses à compléter? Je crois que oui.
Bah, après, effectivement, tu parlais de toi, de tes expériences à toi. Bon, j'ai cru comprendre qu'une bonne partie, enfin une bonne partie, un certain nombre de personnes connectées sont d'anciens ou d'anciennes collègues traducteurs, traductrices. Et effectivement, on a pu voir, ben, moi en étant à l'époque au comité directeur de donc la SFT, le syndicat de traduction, j'ai pu voir aussi les enjeux de collaboration qui peuvent se poser, même entre indépendants. Et on a vu, pour celles et ceux qui étaient là sur la conférence de tradupreneurs, donc aussi de collègues traductrices, que la collaboration est un grand thème quand même chez nous en traduction. Donc, effectivement, je pense que même si nous, là, dans notre cas, on ne part pas forcément sur des traducteurs, traductrices, je pense que il y a des choses qui seront assez exportables. Puisque, donc, je crois qu'on ne s'est pas présenté. Je ne sais pas si c'est là que tu voulais en venir, Cindy. Aussi. Alors, on va le faire brièvement hein, pour pouvoir rentrer rapidement dans le vif du sujet. Bon, donc moi, comme je vous ai déjà donné des éléments, dans ma première vie professionnelle, j'étais avocate, aujourd'hui je suis médiatrice. Avec Alice, on s'est rencontrés en formation et ça nous a semblé logique par rapport à nos échanges et à la manière dont on envisage notamment la situation des personnes qui s'associent de collaborer ensemble. Alice, du coup, peut-être que tu veux donner des éléments complémentaires sur toi. Moi, du coup, donc effectivement, je suis médiateur, donc on est tous les deux depuis 1 an à peu près, le diplôme officiellement. J'ai eu une carrière d'à peu près 10 ans en traduction avant. Et je me suis dit qu'effectivement, ayant été indépendant, puis après m'intéresser à la question des conflits, ça me paraissait assez pertinent de m'intéresser aux associés, puisque ça reste un domaine que je connais. Je ne me suis pas associé moi-même. L'entrepreneuriat, je connais, la collaboration, je connais. Je me suis dit, bon, il y a quand même un thème qui est intéressant et sur lequel j'ai quelques compétences à apporter. Donc l'objectif ici, c'est de se poser les questions. Alors il y a beaucoup de questions qui se posent quand on s'associe et quand on a préparé ce webinaire avec Alice, ça nous a semblé pertinent et intéressant pour l'audience de relier finalement toutes les questions qu'on avait envie d'aborder avec vous à celles qui concernent les relations financières, l'argent, pour le dire très simplement. Et donc, on va vous présenter les associés de l'étude de cas qui va nous accompagner pendant toute cette heure, sur les 50 minutes qui restent, et puis leur projet d'entreprise. Du coup, je vais commencer par notre première associé, qu'on a appelé Jean, qui a 27 ans. Et globalement, bon, on ne va pas vous faire tout leur historique, sinon on est encore là demain, je pense. Mais dans les grandes lignes importantes, comme ils seront 3, on va vous donner un peu les relations entre eux. Donc, Jean connaît depuis un certain temps, depuis l'enfance, il connaît Julia, qui sera la 3e personne qu'on vous présentera. Et il a rencontré Céline il y a 1 an à des cours de danse. Et du coup, donc, j'ai mes papiers à côté, c'est pour ça que je ne vous regarde pas tout le temps. Parce que je n'ai pas retenu l'histoire complète de tout le monde. Ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas une mémoire extrêmement fiable. Et du coup, donc Jean et Julia donc, se connaissent depuis l'enfance et ils sont devenus amis au fil du temps parce que Julia est un peu plus âgée que lui. Et donc, il a des compétences assez techniques. Lui, il a vraiment les compétences du volet technique du projet d'entreprise. Donc oui, en fait, moi je vais enchaîner en vous présentant Céline, et on a vraiment mis l'accent sur qui ils sont d'une manière très, très rapidement brossée, donc leur âge et ce qu'ils font, et sur les compétences, parce qu'en fait, notre première croyance, c'est qu'un projet d'entreprise, souvent, c'est des compétences qui s'associent. Céline, c'est la plus jeune pardon, de notre triade. Elle a 25 ans, elle est community manager. Donc, comme Alice vous l'a dit, elle a rencontré Jean dans des activités plutôt de loisirs et en même temps régulières. Donc, ça fait qu'elle connaît Jean depuis un peu plus d'1 an, mais il a raison de se voir plusieurs fois par semaine. Elle, son truc, c'est vraiment la communication et en particulier sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est une compétence que Jean n'a pas nécessairement. C'est pour ça que ça a matché tout de suite. Et donc, on passe à Julia, qui elle a 32 ans, qui doit être la doyenne de l'équipe, du coup. Elle est actuellement manager dans une entreprise de recrutement. Donc, comme on l'a dit, elle connaît bien Jean. Par contre, elle ne connaît pas du tout Céline. Elle l'a rencontrée à l'occasion de ce projet d'entreprise. Et elle apporte une compétence du coup qui est opérationnelle, puisque Cindy va en parler tout à l'heure. On est effectivement dans un projet d'entreprise qui parle de recrutement.
Donc, effectivement, elle apporte cette compétence opérationnelle-là liée au recrutement. Donc en fait, leur projet à ces 3 personnes, c'est de mettre en commun cette compétence de développeur que Jean a avec tout le bagage opérationnel, les contacts que Julia a pu glaner et créer au cours de son expérience maintenant de manager dans l'entreprise de recrutement. Et comme on parle d'une société qui va se créer avec un concept un peu innovant, ils ont misé aussi sur le fait qu'il fallait pouvoir communiquer autour de ce concept. Donc, leur idée, c'est de révolutionner, oui, rien que ça, le monde des RH en proposant un système de matching entre les candidats et les entreprises qui soit fondé sur un algorithme plus performant que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et de manière périphérique, ils veulent proposer des services annexes du type coaching pour vraiment permettre un matching de qualité entre les gens. Ça nous a semblé intéressant aussi de prendre cette étude de cas parce que l'objet de ce projet d'entreprise étant de créer du matching, ça nous semble particulièrement pertinent de se demander ce que les associés vont devoir, eux, bosser pour pouvoir arriver à être alignés dans leur projet. Et dans les sujets qui vont devoir bosser, tu évoquais l'idée tout à l'heure, Cindy, j'ai envie de dire qu'ils devraient déjà travailler leur rapport à l'argent. Et ça va parler à au moins une des personnes qui est dans le public, dont c'est un peu le travail de travailler sur le rapport à l'argent, si j'ai bien compris. Puisque ça reste quand même un sujet qui est extrêmement tabou, l'argent en France, et je pense dans beaucoup de pays. Et que malheureusement ou heureusement pour eux, une association, c'est d'abord des rapports financiers qui vont s'établir entre eux. Donc effectivement, ils vont avoir à parler d'argent régulièrement, ils vont avoir régulièrement à parler d'argent, à régler des problèmes d'argent. Et s'ils ne sont pas à l'aise pour en parler, ça ne va pas durer longtemps. Et j'ai pu voir aussi avec des personnes avec qui j'ai pu échanger ces derniers temps que l'aspect financier, notamment l'aspect chiffre d'affaires, peut être un gros révélateur des tensions qu'il peut y avoir avec des entreprises qui vont tant bien que mal, les relations vont tant bien que mal, et au gré d'un chiffre d'affaires qui diminue ou ce genre de choses, les relations explosent et la société disparaît. Donc Mm. réellement, on voit assez vite que l'argent, en fait, devient un peu le nœud de plein de problèmes différents. Donc c'est vraiment une compétence de rapport à l'argent qui va être très importante à travailler pour eux. En fait, c'est vrai que, si je peux me permettre de compléter avec quelques idées qui me viennent, c'est sûr que même au-delà du projet d'entreprise, on sait que l'argent, même dans nos relations avec nous-mêmes et avec les autres dans le cadre privé, c'est vraiment, voilà, Alice le dit très justement, il va falloir apprendre à lever ce tabou et à en parler, mais en fait, c'est quand même en soi un challenge. Et la deuxième difficulté, je crois, quand on s'associe, c'est que il est aujourd'hui relativement facile de créer une entreprise, même si on n'a pas nécessairement conscience de toutes les conséquences. Il y a un certain nombre de modèles standardisés qui existent, où finalement, c'est tellement standardisé que cette question de l'argent, elle va pouvoir être évitée un certain nombre de temps. C'est-à-dire que, pour être très concrète, c'est possible de créer une entreprise avec un capital très faible. Et comme le disait Alice, c'est au moment où les chiffres d'affaires vont être réalisés qu'éventuellement les questions vont commencer à se poser, quitte à et éventuellement s'amplifier. On l'a vu par exemple avec le Covid, c'était des difficultés qui impactaient de manière lourde beaucoup d'entreprises et ça a été révélateur d'un certain nombre de tensions. Donc, pour vous parler de ça, on a décidé, je vous déroule le plan et après, c'est Alice qui va reprendre la main, d'essayer, pour être les plus logiques possibles, de vous parler d'abord de la création de l'entreprise. Et en termes d'argent, c'est qu'est-ce que je vais mettre dans cette entreprise, qu'est-ce que j'apporte. Et en fait, on va commencer directement à bifurquer sur le fait que derrière argent, on aimerait que vous ayez en tête la question de la valeur. Donc, pas seulement le numéraire. Et ensuite, on vous brossera quelques thèmes qui nous semblaient importants de vous partager en ce qui concerne la vie de l'entreprise et notamment les choix financiers engageants. Et du coup, donc pour lancer sur la première partie, merci pour ce plan. Effectivement, tu disais que c'est facile de créer une boîte, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut trouver des statuts tout faits, des pactes d'associés tout faits, qui évitent de se poser plein de questions. Et le problème, c'est que si on ne se pose pas les questions, on n'a pas fait le travail en amont sur les relations entre associés. Et effectivement, on a fait la promotion en parlant de s'associer et bien s'entendre, et on vous parle d'argent dès le début. C'est peut-être un peu étrange comme thématique, mais parce que finalement, comme dit, c'est ça qui va cristalliser pas mal de difficultés. Et en fait, les relations, elles passent souvent pour acquises. Là, ils se connaissent en plus ou moins bien. Mais finalement, il va quand même y avoir un changement. Ils vont passer de amis
pour ceux qui se connaissaient, à associer. Et là, il y a un gros travail à faire, et notamment, puisqu'on parlait d'argent, sur qu'est-ce qu'on apporte, où on voit qu'il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres, il y en a qui sont plus jeunes que d'autres, et donc aussi qui ont moins d'argent que d'autres. Et comment on va valoriser les apports en numéraire, les apports j'ai envie de dire les apports en nature, tout ce qui va être apport en compétences, etc. Comment... Il y a une question qui demande à être réfléchie, et qui demande à être réfléchie des fois aussi avec l'association d'un comptable, l'association d'un ou une avocat, avocate, qui va être aussi comment on peut valoriser ces choses-là. Est-ce que, par exemple, on peut estimer qu'on va avoir moins de... qu'une personne va apporter moins d'argent dans l'entreprise, mais qu'elle aura autant de parts que les autres parce qu'elle a apporté de la clientèle, par exemple. Il y a ces questions-là qui sont importantes à se poser pour éviter plus tard qu'il y ait des relations de conflits qui naissent en disant oui, mais moi j'ai moins de parts, mais tous les clients ils viennent de moi, et du coup j'estime que je devrais avoir plus de parts dans l'entreprise. En fait, cette question de l'argent, ce qu'on aimerait vraiment vous transmettre, et s'il y a peut-être aussi une chose à comprendre, ou plutôt avec laquelle on aimerait que vous repartiez, c'est qu'on ne vous parle pas juste d'argent parce qu'éventuellement c'est vendeur, mais aussi parce que se poser ces questions, ça permet également de solidifier son business, dans le sens où ça permet de travailler l'alignement et la pérennité de ces associés-là ensemble. Parce que finalement, un projet d'entreprise, c'est pas juste une bonne idée, c'est aussi la rencontre d'une équipe. Du coup, je sais qu'on vous a préparé des petits sondages, mais je n'ai pas la main. Je me demande Ah si on ne oui. peut pas vous faire travailler un petit peu en lançant le sondage pour essayer de vous connaître un peu plus, pour savoir, vous, où vous en êtes par rapport à l'association, si vous y réfléchissez, si vous êtes déjà associé, si vous l'avez été, mais que éventuellement ça ne s'est pas passé comme vous vouliez. Voilà, on vous a préparé ces petites questions. Et puis, vous pouvez, sur la problématique, bon, c'est écrit dessus, mais voilà, si vous avez une problématique précise, n'hésitez pas à la mettre dans le chat pour le coup. Et ça nous permettra d'y répondre au mieux. Pendant ce temps-là, pendant que vous bossez, je vais vous demander de conserver une petite oreille pour juste faire un point très rapide sur le fait que quand on parle d'apport, on parle donc de l'argent tel que vous l'envisagez dans votre porte-monnaie ou sur votre compte en banque, c'est les apports en numéraire, mais on peut aussi parler de ce qu'on appelle les apports en nature. C'est quand, par exemple, je vais apporter un local ou enfin quelque chose de spécifique qui n'est pas du numéraire. Et des apports en industrie, c'est quand on apporte son travail. C'est-à-dire que, pour reboucler avec ce que disait Alice, bah, qu'est-ce qui se passe quand il y en a un qui a tous les clients et l'autre qui a éventuellement, dans notre cas, on est sur une solution tech, bah, c'est Jean qui a l'algorithme révolutionnaire qui va tout changer. Et comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour s'associer? Et sur la même thématique, j'ai discuté avec une ancienne consoeur traductrice qui avait aussi eu ce problème-là quand elle s'était associée avec deux autres personnes, où effectivement, il y en avait qui arrivaient avec de la clientèle, il y en avait qui arrivaient avec de la compétence en traduction, il y en avait qui arrivaient avec de la compétence en achat. Et en fait, il y a eu assez rapidement des tensions qui ont émergé entre le fait que, bah oui, mais toi, tu es venu avec des compétences sur l'achat-vente, mais du coup, tu n'as pas de compétences en traduction, tu n'as pas de compétences, donc tu produis rien, et en plus, tu n'as pas amené de clients. Alors, ça n'avait pas été formulé comme ça, hein, bien évidemment, mais il y a eu assez vite des tensions qui se sont cristallisées un peu autour de ça, ou qui sont venues aggraver d'autres difficultés. Donc, effectivement, dans tous les secteurs, c'est une thématique qui est importante. Et je vois que vous avez été assez réactif et réactif. Quasiment tout le monde a répondu. Bon, Super. je vais arrêter le sondage et normalement, vous devriez pouvoir voir les résultats. Alors, là, c'est Les l'instant. résultats. Ouais, moi, je les Voilà. vois en tout cas. Donc, bon, on a au moins Cindy qui les voit. J'espère que vous les voyez aussi. Globalement, sans grande surprise, vu les quelques noms que j'avais pu reconnaître, on a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas encore associées. Mais non, quand même, la moitié des personnes qui ont répondu envisagent sérieusement de s'associer ou sont en train de le faire. Et on a quelques personnes qui sont déjà associées et une qui n'envisage pas de s'associer, donc qui doit être là par curiosité, je pense. C'est très bien la curiosité. Pareil que c'est un vilain défaut, je ne suis pas d'accord. Et la plupart d'entre vous, à 88%, n'ont pas de problématique précise. Donc, il y a beaucoup de, je pense, de curiosité, d'envie de brosser un maximum de thématiques. C'est ce qui ressortait aussi des quelques personnes qui ont vu le sondage que j'avais envoyé en amont, mais qui était un peu noyé dans un mail, donc qui n'a pas été très, très, très vu.
Donc, du coup, merci beaucoup pour vos réponses. En tout cas, pour la majeure partie, cette question de l'association, elle est soit déjà faite pour deux personnes ou soit en projection. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question de ces apports. Euh, mais la deuxième, pardon, je suis désolée, je suis en train de me perdre dans mes notes, mais cette question des apports, elle n'est pas juste liée à ce que vous pouvez mettre dans l'entreprise, mais elle est aussi liée vraiment, c'est pour ça qu'on vous parlait de business plan tout à l'heure, à ce que vous voulez faire à cette entreprise. Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme à la maison. Si vous voulez partir en vacances 12 fois par an, avoir une maison de 300 mètres carrés et pouvoir acheter des fringues tous les 2 jours, a priori, il vous faut le salaire qui va avec. Une entreprise, c'est un petit peu pareil. Quand on a un projet, il va falloir se demander de combien ce projet il a besoin à court, moyen et long terme pour pouvoir fonctionner. Une fois qu'on s'est demandé ça, on est un peu plus à même de savoir si, entre associés, on peut mobiliser soit le numéraire si on pense en argent pur, mais aussi si, avec de l'imagination et de la co-construction, on peut imaginer des apports en nature et en industrie. Et justement, en parlant d'apport et de part, je vais bientôt vous lancer Bon, je vous lance tout de suite un deuxième sondage, puisqu'on a déjà commencé à aborder les sujets. Donc, ce sera plus sympa de vous laisser réfléchir avant de commencer à répondre, avec un peu deux questions. La première, c'est à votre avis, est-ce qu'on s'associe à parts égales ou pas? Et je vous inviterai à donner dans la discussion un petit peu ce que vous en pensez concrètement, pourquoi, et comment on rééquilibre s'il y a un déséquilibre qui se fait. Et la deuxième, c'est justement parce qu'on parlait de valoriser. Qu'est-ce qu'on peut valoriser? Sachant que la deuxième sur ce qu'on peut valoriser, c'est un choix multiple. Donc, vous pouvez mettre plusieurs réponses différentes en même temps. Parce qu'effectivement, la question, je rebondis sur la première, est-ce qu'on s'associe à parts égales ou pas, ça reste un gros sujet. On entend beaucoup quand on a deux associés qu'il ne faut surtout pas être à 50-50. On a des gens qui disent qu'il faut absolument être à 50-50 pour être à égalité. Donc, j'en avais envie de vous faire réfléchir un peu sur le sujet. Bon, je vois pour l'instant que globalement, il n'y a personne pour l'instant qui dit qu'il faut être à égalité. C'est ce qui va dans ce qu'on entend beaucoup. Disons que pour avoir une approche strictement juridique, c'est vrai que d'un point de vue de la mécanique juridique, quand on a deux associés à 50-50, on est un peu à se dire, OK, pire scénario possible. Mais en fait, du point de vue des personnes qui portent le projet d'entreprise, ça reste quand même difficile quand on croit à un projet ensemble de réussir à déterminer qui a l'ascendant sur l'autre. Et d'ailleurs, en réalité, dans la mécanique de l'entreprise, c'est pas nécessairement le nombre de parts va donner un certain nombre de droits, mais en fait, deux associés peuvent être en pratique dans un équilibre des pouvoirs parfait et juridiquement que cet équilibre soit traduit avec un nombre de parts différent, mais avec des garde-fous qui permettent aux deux de pouvoir fonctionner ensemble. Mais pour pouvoir avoir des professionnels du chiffre, vos comptables et du droit, voire même des coachs qui vous accompagnent pour pouvoir permettre à ces personnes qui accompagnent les entrepreneurs de travailler, eh bien, l'entrepreneur, l'associé en place ou futur associé doit, lui, être en conscience, être conscient de ce qu'il a envie de vivre, en fait, avec son entreprise. Plus il sera clair, plus son discours sera clair et plus les conseils seront adaptés. En fait, c'est aussi un des messages. Et du coup, j'y pense en discutant. Un petit disclaimer au risque de vous décevoir, vous repartirez, je pense, d'ici avec beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Il n'y a pas de réponse toute faite. Et d'ailleurs, ça se voit bien dans vos réponses. Je vais mettre fin au sondage, puisque 69% des gens ont répondu « ça dépend ». Faut-il s'associer à parts égales? J'ai envie de dire, on reconnaît bien les traducteurs, hein. Ça dépend du contexte, c'est une grande blague de ce métier. Et je pense qu'en soi, enfin, je suis assez d'accord avec vous, ça dépend. Et oui, là où je voulais en venir, pardon, je me suis perdu dans mes idées, c'est qu'on va vous poser beaucoup de questions parce qu'en fait, j'ai envie de dire, quel que soit le sujet, il n'y a pas de bonne réponse. Par contre, ce qui est important, c'est que vous preniez le temps de bien réfléchir aux questions qu'on va aborder, et notamment, est-ce que vous tenez à être à parts égales ou pas avec vos associés? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je sais que moi, par exemple, j'aurais, je pense, du mal à m'associer à quelqu'un sans être à égalité, parce que je tiens à une forme d'égalité entre nous. Mais je tiens aussi à une forme d'équité. Et du coup, il y a un moyen de trouver l'équité sans être dans l'égalité. Donc, il y a un moyen aussi de contrebalancer, comme tu disais, Cindy, une absence d'égalité. Par exemple, en répartissant au niveau du pacte d'associés ou alors au niveau des statuts, un peu comme on veut.
plus souvent dans le pacte puisqu'il est confidentiel, en établissant des zones, des thématiques de décision qui vont être spécifiques à une personne ou à une autre. Par exemple, en délimitant quels sujets demanderont l'unanimité, quels sujets demanderont la majorité des voix, quels sujets ne demanderont pas de passer du tout auprès des associés, en disant, par exemple, je ne sais pas, Jean, il a la compétence de développement que personne n'a. Est-ce que ça aurait un sens que ces décisions liées purement au développement soient validées à la majorité par des gens qui n'y connaissent rien? On peut régir ce genre de choses en amont et ça va éviter plein de conflits et plein de blocages. Parce qu'il Oui, n'y a rien pour une boîte que d'être bloqué. Pardon. parce qu'à l'inverse, non, non, mais en fait, quand je t'entends parler de cet exemple particulier, de dire, bah, en fait, sa zone, ceux qui ont des Instagram très portés entrepreneuriat ou même sur LinkedIn, sa zone de génie, c'est le développement. Donc, du coup, on va lui donner ce circuit-là. En fait, tout ça, finalement, au-delà de ce qui se passe dans les faits, c'est vraiment une question de communication. Parce que si les associés se sont pas accordés en amont sur le fait que, eh bien, Jean, comme c'est sa zone d'expertise, il va gérer ces questions-là tout seul, mais qu'il il le fait parce que c'est sa zone naturelle, il y a quand même une probabilité, alors qu'on ne va pas évaluer ici, mais il y a une probabilité importante que à la moindre difficulté, on lui dise oui, mais tu ne nous as pas consulté. Alors qu'en fait, en réalité, s'ils en avaient parlé, ils auraient peut-être exactement pris la même décision, à savoir que ce soit Jean qui décide, mais ça aurait été accepté par tous. C'est cette notion d'acceptation à toutes les phases du projet d'entreprise qui est aussi pour nous une des garanties, une des clés du succès dans le cadre d'une association. Euh, Je lis les commentaires en même temps. Alors, on ne pourra pas rebondir sur Oui, tout parce c'est vrai que on n'a pas de modérateur. C'est moi, enfin, on fait modérateur en même temps, donc on ne pourra pas rebondir sur tout, mais on lit très attentivement. Et je vous invite tous et toutes, si vous arrivez à écouter et à lire en même temps, à regarder parce qu'il y a beaucoup d'apports qui sont intéressants dans les commentaires. oui, je vois. Au départ, on s'aime. Bah, effectivement, c'est vraiment une caractéristique globale et encore heureux, j'ai envie de vous dire, parce que monter une entreprise, ça, c'est des moments de grand bonheur et c'est aussi parfois des moments où clairement on est dans le dur. Donc c'est vraiment bien de s'aimer. Mais notre croyance à tous les deux, c'est qu'en se posant les bonnes questions, on préserve les chances de s'aimer encore plus et surtout longtemps. Et en fait, elle a besoin de cette longueur pour pouvoir avancer et faire sa vie sur le long terme. Et, J'avais aussi envie de réagir au fait que dans le sondage, que je ne vois plus, mais que j'ai en tête, vous étiez nombreux à dire qu'on pouvait, si ça y est, il est là, vous êtes quand même 100% à avoir tiqué, puisque c'était possible de tiquer plusieurs choix, les compétences apportées. Et donc, en fait, je reviens pour enfoncer le clou sur le fait que quand on vous parle d'argent, on vous parle en fait en sous-jacent de valeur et que la valeur des compétences que vous apportez, c'est vraiment bien de l'évaluer déjà pour vous et de le partager avec vos associés. Parce que vous vous rendrez compte que, par exemple, dans notre cas, Céline, qui est experte en réseaux sociaux, tandis que Jean et Julia, ils n'y connaissent rien, elle est en toute bonne foi absolument convaincue que sa valeur est probablement centrale dans la réussite de l'entreprise. Et malheureusement, ou en tout cas dans les faits, ce sera sans doute bénéfique pour eux de s'assurer en amont que Jean et Julia ont conscience de cette valeur eux aussi pour éviter tout problème à l'avenir. et d'autant que quand tu me sais ça, pour être transparent, c'est Cindy qui m'a proposé une bonne partie de l'étude de cas. Et cette situation-là m'a tout de suite fait écho à une discussion, le cas dont je vous parlais tout à l'heure en traduction, où effectivement, il y avait une personne qui apportait des compétences qui étaient un peu du même type que celle de Julia, qui n'étaient pas des compétences métiers, mais qui étaient des compétences, pardon, pas de Julia, de Céline, pardon, qui étaient des compétences annexes au métier. Donc là, en l'occurrence, Céline, elle amène des compétences de community management. Et là, dans le cas dont on me parlait, c'était des compétences d'achat, donc d'aller trouver des clients ou d'aller trouver des fournisseurs. Et en fait, il s'était rendu compte assez vite que cette personne-là n'avait pas pu amener d'argent dans l'entreprise, qu'elle n'amenait pas une compétence métier. Et en fait, au bout d'un moment, quand les tensions commençaient à arriver, ils se sont dit, mais en fait, est-ce qu'on a bien fait de la prendre en associé? Est-ce qu'elle n'était pas plutôt un profil de salarié? Ce qui est bien d'être salarié aussi. Mais là, finalement, ces compétences ne sont peut-être pas celles qui sont nécessaires à l'entreprise. Et du coup, alors, je n'ai pas la réponse et je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue. Mais c'est du coup un questionnement à se poser aussi. Est-ce que les compétences que j'apporte dans l'entreprise lui sont vitales ou pas? Et du coup, est-ce que la personne, est-ce on dit qu'on est trois parce qu'on s'aime bien tous les trois et qu'on a envie de bosser ensemble, mais est-ce que finalement on apporte tous quelque chose qui est important pour l'entreprise?
ou est-ce qu'il y a un profil qui est plutôt un profil de salarié, un profil de prestataire peut-être aussi? C'est quelque chose qui doit vraiment être réfléchi et encore une fois, qui est pas une réponse absolue. Et j'ajouterais, une fois qu'on a fait le point sur, on va dire, les besoins de la société, donc ce qu'il faudrait apporter pour que le projet soit soutenu, puis les possibilités de chacun, ce que chacun peut apporter pour soutenir le projet, et éventuellement, s'il se pose cette question voilà, du meilleur statut, savoir si cette personne qui n'a pas d'argent, pour le dire de manière très simple, c'est pas finalement plutôt une salariée ou une prestataire. Euh, Attention au fait que quand on démarre une boîte, on n'est pas tous des multinationales, donc pour la plupart d'entre nous, il y a quand même une contrainte financière. Et salarier quelqu'un, on sait, ça coûte plus cher. Puisque vous avez les charges sociales, il y a un certain nombre de choses à respecter. Et donc, en fait, on voit aussi des situations de création d'entreprise où il y a un des associés qui, comme tu le dis, Alice, a priori, en fait, parfois, il n'avait même pas tellement envie d'être associé, mais il se trouve que il se retrouve avec des parts, qu'on lui avait éventuellement promis une rentabilité qui s'approcherait de son salaire précédent, parce que c'est souvent quelque chose comme ça. Et puis, pour une raison X ou Y, un projet d'entreprise, parfois, on tutoie les étoiles au bout de 6 mois, mais en moyenne, on se dit plutôt qu'il faut 3 ans pour créer, développer et stabiliser le projet. Et en fait, au-delà de cette question de quels sont les apports, ce qui est vraiment intéressant, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse unique, mais ça n'empêche pas que se poser la question est vraiment essentiel, c'est de savoir à quoi la configuration des apports, la répartition des parts, la manière dont vous allez rédiger éventuellement les documents associés dont Alice va vous parler, quelles conséquences ça a et quelles conséquences ça a sur le long terme. Et ça permet d'éviter des questions du genre, ah ben en fait, cette personne, elle apportait pas d'argent, elle apportait pas de moyens, et finalement, la compétence qu'elle apportait, bon, bah, dans les faits, 1 an plus tard, on regrette un peu, quoi. Et sur la question des parts aussi, j'avais envie de rebondir sur un commentaire qui est dans la discussion qui dit qu'un accompagnement est important pour que la distribution des parts soit juste. Et je suis plutôt d'accord, effectivement, où je pense que l'apport, notamment l'accompagnement de juristes et de comptables, peut être intéressant là-dessus. Et en même temps, ça demande à avoir préparé à l'avance. Parce qu'effectivement, moi, j'ai pu discuter avec plusieurs avocates depuis que je me suis installé en tant que médiateur. Et une bonne partie m'ont dit, mais en fait, nous, on n'a pas forcément le temps de mener un accompagnement, de poser les questions et de voir les gens 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois pour les faire cheminer et réfléchir. Ils m'ont dit, en fait, c'est bien que les gens aient eu le temps de se poser les questions avant. D'où un peu les questions qu'on soulève ici de manière générale. Après, ça peut être un accompagnement. Je suis sûr qu'il y a des coachs qui le font. Nous, on vous pose des questions et c'est des choses qu'on peut faire aussi. Et on peut le faire tout seul aussi. Des fois, juste en ayant les questions, se poser ces questions-là. Mais effectivement, il y a les questions qu'on pose là, en fait, elles permettent derrière de se dire, bon, maintenant qu'on a répondu, comment on rédige, comment on répartit les parts, et du coup de se pointer auprès d'un avocat, d'une avocate, avec toutes ces réponses-là, en disant, bah, voilà, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir rédiger les documents officiels, et notamment, j'en ai parlé plusieurs fois, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est, le pacte d'associés ou pacte d'actionnaires, qui en fait va régir un peu pour schématiser les relations entre les associés. Alors ça régit beaucoup plus que ça, mais ça régit notamment tout ça. C'est des choses qui pourraient être dans les statuts, mais qui ont l'avantage d'être dans le pacte, du coup, de ne pas être public. Donc, des fois, de régir des choses qui ne regardent clairement pas vos concurrents, qui ne regardent clairement pas vos clients, et qui sont probablement plus faciles à modifier aussi, mais ça, il faudrait que je vérifie. Je vous dis peut-être une bêtise. Et dans ce pacte-là, on va pouvoir notamment réfléchir à la gouvernance, ce que je disais tout à l'heure, qui décide de quoi, et est-ce qu'on décide ensemble ou pas ensemble, sur quel sujet. C'est des choses qui peuvent être précisées là-dessus. On peut aussi prévoir dans ce document-là, qu'on parlait tout à l'heure d'équilibre des pouvoirs, de rééquilibrer les pouvoirs. Par exemple, on va pouvoir créer un comité stratégique qui va un peu, parce qu'il peut toujours y avoir qu'un seul président en général, c'est rare des sociétés où il y a plusieurs présidents. Du coup, même s'il a techniquement pas la majorité des parts, il aura quand même un pouvoir décisionnel plus important. Derrière, on peut créer un comité, qu'on peut appeler comité stratégique ou autre, qui va rééquilibrer un peu en disant que son avis va être obligatoire avant une prise de décision, par exemple. C'est toutes des choses qui vont se réfléchir. Alors, à 2, créer un comité stratégique, ça n'a peut-être pas tant de sens. Mais à partir de 3, ça peut commencer, voire plus, à être intéressant pour contrebalancer les pouvoirs du dirigeant ou de la dirigeante. Et après, ce qu'il faut, je pense, avoir en tête aussi, c'est que derrière ces questions, vous allez voir après, alors c'est pour ça que c'est difficile de le faire à partir d'un modèle trouvé sur Internet. En fait,
Donc, pour répondre à ta question, Alice, les statuts, c'est pas si difficile que ça à modifier, mais par contre, comme à chaque fois c'est publié, ça va avoir le coût d'une formalité à chaque fois. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comme tu le disais justement, c'est que tes éventuels concurrents ou même clients, quand ils vont chercher ton nom, le nom de ton entreprise sur Google, ils vont éventuellement avoir accès à tous les documents. Et s'ils voient que les statuts changent tous les 4 matins, ça n'envoie pas le bon message, en fait. Alors qu'un pacte d'associés, imaginez que c'est comme un contrat, donc il a plutôt une vocation privée, mais il va vraiment engager les associés et encore une fois, il va leur permettre de penser leur projet de manière approfondie. Et d'ailleurs, on va pouvoir décider dans ce process, parfois, de faire des clauses plus ou moins larges dans le pacte. Si par exemple, les associés se rendent compte dans leur discussion et dans leur cheminement qu'il y a pas mal de questions auxquelles ils n'ont pas aujourd'hui les moyens de réponse, parce que leur solution est tellement innovante qu'ils ne connaissent pas les réactions du marché, parce qu'ils ont estimé qu'ils avaient besoin de tant de budget pour mener leur projet par rapport à leur business plan. Et en fait, aujourd'hui, il leur manque une portion de fonds et donc il va falloir la trouver. Enfin, il y a plein de raisons qui font qu'on va, avec le plus de finesse possible, pouvoir ajuster les structures, finalement, la structure qui vous accompagne dans sa forme et dans l'ingénierie qu'on met autour. Mais en fait, tout ça, vous ne pourrez le faire que si vous, en tant qu'associé, vous êtes très au clair sur ce que vous voulez faire dans cette entreprise et surtout sur ce que vous voulez faire avec les autres et ce que vous attendez des autres dans ce projet d'entreprise. Et en parlant de préciser ce que vous voulez faire dans l'entreprise, ça fait partie, quand je parlais de gouvernance aussi, de préciser, on pourra préciser les missions concrètes des gens dans ce pacte-là aussi. Et comme dit, par contre, ça peut se modifier. Et puisqu'on parlait de relations, et finalement, vous aurez peut-être l'impression qu'on ne parle pas beaucoup de relations depuis, depuis tout à l'heure, alors qu'en fait, tout ça, c'est vraiment préparatoire à des bonnes relations. Il y a aussi des clauses qui sont importantes, et j'ai envie de dire une clause qui est un peu ma marotte, et vous allez peut-être dire que je prêche pour ma paroisse en tant que médiateur, c'est la clause de médiation, qui pour moi est importante, parce qu'en fait, pour citer une avocate à qui j'ai discuté récemment, la vie de l'entreprise s'accommode mal du contentieux. Autrement dit, les entreprises n'ont pas le temps d'aller en procès pendant 3 ans au moindre souci. Alors bon, je schématise, hein, tous les procès ne mettent pas 3 ans, on est d'accord. Mais le fait de mettre une clause de médiation, ça permet effectivement, pour certains sujets, ça peut être délimité dans la clause. On peut délimiter quels sujets sont concernés, on peut délimiter pas mal de choses. Ça va permettre à la moindre tension de tout de suite partir sur un mode de résolution amiable et en fait d'éviter que les relations s'enveniment. Parce qu'on sait tous ce que c'est, je pense, de passer par l'étape procès, même si on n'y est pas passé soi-même, on en connaît des gens, on a des échos. C'est rarement les genres de choses qui améliorent les relations entre les gens de passer par un procès. L'avantage de la clause de médiation, c'est qu'on va pouvoir dire, par exemple, dans le mois qui suit l'émergence d'une tension, on est obligé de déclencher une médiation. Et ça va permettre, le rôle de la médiation, qu'est-ce que c'est? Ça va être en fait, on dit souvent que ça permet de résoudre les conflits. J'ai envie de dire, c'est pas vrai. La médiation, elle permet de restaurer le contact entre les gens, de refaire se parler les gens. Alors, des fois, les faire refaire se parler pour qu'ils se séparent en bons termes, c'est pas un souci, ou juste qu'ils se mettent d'accord sur comment ils se séparent, ça peut se faire aussi comme ça, ou alors les faire se reparler pour qu'ils trouvent une solution. Et vraiment, c'est là que la clause de médiation est importante. Elle permet d'aller plus vite que d'aller en procès, et elle maximise les chances que l'entreprise perdure. Sachant aussi que régler les conflits en interne, en médiation, c'est aussi une manière vraiment de stimuler la croissance de l'entreprise, accessoirement. Vraiment, le relationnel, il est important parce qu'il va renforcer la croissance économique de l'entreprise, parce que derrière, une entreprise où les gens s'entendent bien, ou au moins ils communiquent bien, à défaut de bien s'entendre, au moins ils communiquent bien, c'est des entreprises où les décisions vont être prises rapidement, où elles vont être prises efficacement, et où derrière, on va avoir vraiment plus facile à l'adapter au marché. Donc, c'est central, la question des relations. Finalement, on parle rarement de relations, mais elles sont au cœur de tout ce qu'on dit. Et souvent d'ailleurs, quand il y a une zone de tension, en médiation, ce qu'on observe dans de nombreux cas, c'est qu'il y a quelque chose qui a été vu par l'un des associés qui est peut-être plus expert dans le domaine ou qui, au contraire, c'est pas son domaine d'expertise, mais il a senti un truc que l'autre, ayant la tête dans le guidon, n'a pas vu. Et en fait, c'est ce petit truc qui n'a pas forcément été dit, qui gêne l'un de manière importante, mais que l'autre ne voit pas. Du coup, il y a une incompréhension et finalement, ça va crisper sur un autre point, on va dire rendu visible. Et voilà, c'est la magie de la communication. Je pense que vous avez probablement pu expérimenter dans votre quotidien qu'entre ce qu'on pense et ce qu'on dit, il y a déjà un gap. Et entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce que la personne reçoit,
souvent, il y a malheureusement des déperditions ou au contraire des ajouts quand il y a des incompréhensions. Et c'est ça, finalement, dans le processus préventif qu'on essaye de désamorcer pour accompagner les personnes vers ce qui les drive, vers le succès de l'entreprise. Je vois qu'il y a des questions que je note pour tout à l'heure hein, sur la question de la médiation, mais je vois aussi que le temps file et qu'on avait un deuxième sujet dont on voulait parler Mm, et qu'on se déroule effectivement pour des questions-réponses après. oui, j'ai C'est à essayé. toi, donc je te laisse enchaîner sur cette question-là. Ça marche. Comme ça, je te laisse regarder les questions Ouais. du chat aussi. N'hésitez pas pour des questions formelles à vraiment utiliser le QNR et pour vos observations et vos réactions par rapport à ce qu'on dit, à utiliser le chat. Ça nous permet surtout de répondre de manière formelle à vos questions dans le QNR. Cette parenthèse étant fermée, le deuxième thème que je vous que je vous ai annoncé dans la présentation du plan, c'est vraiment d'être en conscience que cette question de l'argent, cette question des relations à la valeur se présente en fait tout au long de la vie de l'entreprise. On a un peu amorcé le sujet en vous parlant du pacte d'associés, d'équilibre des pouvoirs, des questions à se poser quand on projette ce qu'on veut faire dans cette entreprise. Et vous l'avez d'ailleurs dit en commentaire de la nécessité de prévoir pour les associés des possibilités, des sortes de clauses de revoyure, même si c'est informel, pour pouvoir faire le point régulièrement et éventuellement faire évoluer ses positions. C'est pour ça que Alice insistait sur le fait que la communication entre associés, c'est pas juste un truc abstrait, c'est vraiment quelque chose que, en tant qu'associé, on a le bénéfice à travailler tous les jours. Et donc, ce qu'on appelle les choix financiers engageants, ça va être, alors nous on a pensé, mais vous en aurez peut-être d'autres et n'hésitez pas à les écrire dans le chat, on a pensé à tous les aspects recherche de crédit. En fait, qu'on soit une très petite boîte ou qu'on ait un projet type start-up innovation, où là, on sait que ça va mobiliser beaucoup de fonds. La plupart des entreprises ont besoin de facilités de paiement, ne serait-ce que parce que la plupart du temps, vous le savez, même à titre individuel, quand on facture, on a un délai de paiement à 30, voire à 60 jours. Et pendant ces 30 ou 60 jours, votre entreprise, elle continue de générer des coûts qu'il faut bien assurer. Donc, il y a cet aspect recherche de crédit. Il y a l'aspect éventuellement recherche d'investisseurs. Si vous avez besoin d'investisseurs externes, comment vous allez faire? Et donc, vous allez à chacune de ces phases, en tant qu'associé, et c'est bien de l'avoir en compte dès le début, devoir réfléchir finalement aux mêmes aspects, mais de manière projetée. C'est-à-dire, combien est-ce que vous voulez récupérer? Qu'est-ce que vous valorisez pour récupérer ça et comment vous faites pour être parfaitement aligné avec vos associés pour que vos choix soient en adéquation avec le projet d'entreprise de tous les associés et pas seulement l'idée que vous avez intériorisée de votre projet d'entreprise. Ce qui nous ramène au tabou de l'argent dont on parlait au début d'ailleurs, hein, puisqu'effectivement, c'est des projets où, où les entreprises auront vite besoin d'argent, quoi qu'il arrive. Il y a aussi de multiples manières de trouver de l'argent en tant qu'entreprise. Je fais un léger rétropédalage, mais en phase de création, je vous ai parlé des apports en numéraire, en industrie et en nature. Les apports en numéraire, il n'y a pas seulement l'argent que l'associé entrepreneur a sur son compte en banque. Ça peut être aussi ce qu'on appelle le love money, c'est quand vous demandez à vos proches de contribuer. Et ça nécessite vraiment de le faire consciemment aussi. Parce que si nos trois associés, Jean, Céline et Julia, se retrouvent à faire un love money et que Julia, elle a toute sa famille, elle a une très grande famille, y compris les cousins éloignés qui contribuent, et que finalement l'essentiel du capital, c'est composé de elle, plus c'est le love money de sa famille, bah, elle va probablement engrammer le fait qu'elle est largement majoritaire et qu'elle a le droit de prendre toutes les décisions. Donc, on veut essayer à toutes les phases de venir expliciter ce qui se passe et s'assurer que tout le monde est confortable avec la manière dont l'argent, puisque c'est le thème du jour, finalement fluctue dans notre entreprise. On peut aussi avoir, quand on cherche de l'argent, cette envie de faire des levées de fonds, par exemple. Bon, bah, il faut savoir qu'une levée de fonds, ça prend énormément de temps, et donc ce temps, il faut que les associés soient conscients du fait que c'est pas juste aller frapper à la porte pour demander de l'argent, c'est faire des présentations, c'est s'assurer que dans son équipe, on est tellement aligné que quand je vais faire mon pitch de 10 minutes, les personnes qui vont décider si oui ou non elles vont donner des fonds, elles vont le sentir tout de suite. Enfin voilà, il y a tout un tas de questions à se poser, et plus vous faites front en tant qu'associé, plus vous êtes en cohérence les uns avec les autres, plus vous avez de chances d'arriver à vos fins.
quand on parle de levée de fonds, ça peut être une thématique assez cruciale en termes de relations, parce que la levée de fonds, c'est quand même faire rentrer des gens au capital de la société. Aussi. Et ça veut dire aussi perdre soi-même un peu de, entre guillemets, un peu de pouvoir. Ça veut dire que là où j'avais peut-être un tiers départ, si on fait rentrer quelqu'un qui ramène à la fois beaucoup d'argent, bah, peut-être que j'aurai plus qu'un quart départ. Et donc, j'aurai moins de pouvoir décisionnel aussi. Donc, il y a ça qui a à expliciter, être sûr que tous les associés sont d'accord avec le fait de potentiellement perdre un peu de part, ou à l'inverse, mettre en place des mécanismes pour éviter ce qu'on appelle la dilution, pour éviter effectivement que ceux qui étaient majoritaires, enfin, ça me paraît souvent, on considérera quand même comme important que les associés restent majoritaires dans leur société, même si on fait venir des investisseurs dedans. Mais comment on fait pour éviter qu'ils perdent cette majorité-là au moment où ils font lever des fonds? Donc, il y a à nouveau des clauses qui peuvent être mises en place. Mais c'est une thématique qui est importante et réellement qui est importante relationnellement parlant, parce que ça va très vite créer des tensions s'ils sentent que la boîte leur échappe. Et même sans ça, en fait, et on sait, en fait, la levée de fonds, c'est vraiment un exemple qu'on utilise pour vous parler d'un événement important qui va supposer des efforts et une modification radicale, de la structure de la société. Mais ça pourrait être n'importe quel événement. Heu, il faut vraiment être en conscience que dès qu'il y a quelque chose qui change dans la relation entre associés, si vous avez pour une raison ou une autre, par exemple Céline, on sent que là, sa place est peut-être un peu plus faible dans le sens où elle apporte pas de clients, elle apporte pas de capital, elle apporte pas de compétences techniques. Mais si ça se trouve, sans communication, il y en a tellement des boîtes RH que ça sortirait pas du lot. Si ça a pas été explicité et qu'éventuellement sur les 2-3 premières années, elle est mise de côté, il y a fort à parier qu'en cas d'entrée d'un nouvel investisseur, de recherche importante de crédit, enfin, dès qu'il y a quelque chose qui va modifier l'équilibre, et bah, la personne mise de côté, donc au cas particulier Céline ou celle qui a pas parfaitement trouvé sa place, peut-être qu'elle va se dire: «Bah, moi, j'ai pas d'avenir dans ce truc-là et donc je vais venir gratter pour voir si, c'est pas là ma porte de sortie». Donc en fait, notre job quand on est associé, c'est pas juste de monter une entreprise, c'est aussi de s'assurer que, en particulier quand on est 3, mais quand on est 5, c'est encore pire, qu'on est vraiment, peut-être pas exactement sur le même projet, mais en tout cas suffisamment en lien pour avancer dans la même direction. Quand bien même, évidemment, on est tous des êtres humains différents et on traverse des choses différentes, mais qu'il y ait cet alignement de, au-delà des valeurs, dans cet accord presque dans les décisions prises quand elles sont prises, quoi. D'où la nécessité de faire des points vraiment, réguliers, même si c'est informel. J'ai envie de rebondir sur le message que je vois effectivement qui précise que pouvoir et nombre de parts peuvent se dissocier. Effectivement, je fais beaucoup de liens pouvoir et nombre de parts. Effectivement, ça peut se dissocier. C'est pas, et c'est pas, mais c'est pas toujours le cas et ça demande à être anticipé. Mmh. Et au-delà de la question de pouvoir et nombre de parts, c'est aussi les nombres de parts peuvent déterminer des versements de dividendes, des choses comme ça. Donc réellement, c'est des choses qui demandent aussi à être réfléchies, encore une fois. Voilà, c'était Oui. juste pour Oui, rebondir oui. sur le message de la discussion. Effectivement, je fais beaucoup ce lien-là, qui est facile à faire et qui a un côté assez instinctif, mais qui effectivement n'est pas forcément automatique entre le pouvoir et le nombre de parts qu'on détient. Oui, on est parti de cas, simplifiés, mais c'est vrai qu'après, l'ingénierie, fait que vous pouvez avoir beaucoup plus de subtilité. En fait, ce qui compte pour nous, c'est qu'en étant en conscience que vous pouvez dissocier, par exemple, la répartition du capital et le pouvoir des uns et des autres, c'est juste d'être en conscience du fait que d'ailleurs, souvent, vous parlez de relations informelles et c'est vrai. La plupart du temps, vous allez voir votre comptable, vous constituez une société et puis, en fait, elle va faire sa vie. Donc, dans un premier temps, on cherche des clients, on est dans l'effervescence, et cetera. Et puis, il y a beaucoup de choses à faire quand on monte un projet d'entreprise. Donc, il peut y en avoir qui prennent plus l'ascendant que les autres, pardon, et être totalement OK avec ça. Et souvent, c'est au fil du temps où on se rend compte que quand on fait les comptes, bon, bah, il y en a un qui est parti 12 fois à Ibiza pendant que l'autre, il a bouffé toutes ses soirées. C'est un peu déséquilibré. Et là, j'ai pas de juridique, mais par contre, j'ai quelque chose qui, en termes de communication, pourrait peut-être être travaillé avant qu'il y ait, le stade, de la tension, et encore plus ce qu'on veut éviter, le stade de la crise. Hem, Et avant de passer aux questions, parce que je vois qu'il reste déjà plus que 10 minutes. mmh. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu ce que je voulais dire. Mais qu'effectivement, si, c'est ça. Là, tout ce qu'on dit, en fait, ça peut paraître assez contre-intuitif, et c'est généralement la réaction qu'il peut y avoir quand je parle de ça de manière rapide. C'est que ça peut paraître contre-intuitif de se dire on va se poser toutes ces questions-là dès le début, alors qu'au début, tout se passe bien en général dans une boîte. Mais finalement, c'est important vraiment de se poser au départ toutes ces questions-là dont on a parlé. Pour essayer de synthétiser, ça va être des questions de rapport à l'argent, des questions de rapport au temps, un peu ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a un qui passe toutes ses soirées à bosser pendant que l'autre fait rien?
Je schématise énormément, bien évidemment. Des questions de rapport à... aussi, ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais de rapport aux émotions, notamment à la peur. À la peur et à la colère. Comment moi, je gère alors quand la peur de ne pas avoir de clients, par exemple, la peur de ne pas réussir à gérer un service, ou la colère quand quelque chose se passe mal, c'est important de se parler de ça mutuellement. Ça peut paraître un peu bateau de dire oui, bah alors je vais te faire un point sur comment je gère mes émotions. Mais ça permet d'anticiper, de savoir aussi, savoir rebondir sur ce qui va se passer, sur comment l'autre va réagir. Et toutes ces thématiques-là, c'est très important de les aborder avant, quitte à, entre guillemets, perdre un mois sur la création de l'entreprise pour vraiment faire ce point-là, pour derrière mettre en place dès le départ des structures qui vont être efficaces. Et plutôt que de renégocier ses statuts, de renégocier son pacte et de renégocier je ne sais pas quoi d'autre au bout d'un an d'entreprise et de tout revoir de fond en comble. Parce que, pareil, Surtout, j'ai eu des retours aussi qui disaient qu'en fait, désolé, je te vais passer la on parole, l'a dit. qui disait qu'en fait, quelqu'un qui me disait en fait le pacte il sert pas à grand chose s'il n'a pas été bien écrit. Et quand on voit des pactes ou des statuts qui sont repris tels quels d'Internet, en réalité, ils sont totalement inapplicables parce qu'ils sont pas adaptés à la vie de l'entreprise, ils sont pas adaptés aux gens qui sont dedans. Et en fait, ils n'ont jamais été appliqués parce qu'ils sont juste, ils correspondent pas. Le Mm. problème, c'est que derrière, s'il y a un conflit et que ça va au tribunal, ce qui compte, c'est ce qui est écrit dans vos documents. Alors, c'est négociable, on peut toujours s'en écarter un petit peu, etc. Mais globalement, ça va servir de base pour évaluer plein de choses. Donc, c'est important de bien les écrire. Et pour bien les écrire, il faut avoir réfléchi en amont. Voilà, je te laisse Est-ce que j'ai perdu ce que je voulais dire? chacun son tour. Non, enfin, je suis en lien avec ce que tu dis. Oui, je voulais vraiment insister sur le fait qu'en fait, cette notion de pacte d'associés, c'est presque... excusez-moi, je vais éternuer. Non, c'est bon. C'est presque un prétexte. C'est vraiment le prétexte pour se demander comment on va fonctionner. En fait, c'est le prétexte pour communiquer. Et c'est cette communication d'emblée qui vous permet peut-être d'ailleurs d'exclure un certain nombre d'éléments, mais ce qui change en termes de solidité de votre association, c'est que vous aurez fait les choses en connaissance de cause. Or, ce qu'on voit, comme le disait Alice sur les pactes mal rédigés, c'est que souvent les personnes, elles le font en pensant que le pacte, ça les protège. Mais en fait, on ne peut pas protéger quelqu'un qui n'est pas au clair sur ce qu'il a envie de vivre avec ses associés ou sur ce qu'il n'a pas du tout envie de vivre avec ses associés. D'autant plus que quand vous êtes sur un projet d'entreprise, vous êtes... je pense que même si on a beaucoup plus d'entrepreneurs aujourd'hui, on reste quand même sur un schéma où on est habitué à ce que la vie de l'entreprise, la vie professionnelle, pardon, ce soit en dehors, notamment si on a commencé nos carrières salariées ou si nos parents étaient salariés ou quoi. Enfin, moi, en tout cas, peut-être que je généralise un peu vite, mais j'ai toujours eu une vision très claire de la distinction entre ma sphère privée et ma sphère professionnelle. Sauf qu'en réalité, quand vous avez un projet d'association, les deux vont souvent se toucher. Et du coup, on voulait aussi, voilà, donc là, on n'a pas le temps, donc je vais juste le soulever, mais il y a vraiment cette question de la communication aussi pour prendre en compte que la sphère privée risque d'impacter ou d'être impactée par votre projet d'entreprise, et ça renforce encore plus la nécessité de pouvoir se poser toutes ces questions en amont pour être les plus sereins possibles. Ça me Et fait penser, j'ai découvert récemment les 3 D que je ne connaissais pas. Dépôt de bilan, dépression, divorce, qui peuvent aller un peu dans tous les sens, dans n'importe quel ordre. Et alors, c'est pas très, alors on rigole en le disant, c'est pas très drôle, mais effectivement, ça va sur ce que tu disais sur les liens entre vie privée et vie pro. C'est qu'en général, quand on dirige une entreprise ou quand on est responsable d'une entreprise, ces 3D-là, ils vont souvent ensemble. Soit c'est un problème de couple qui va du coup faire qu'on est moins engagé dans l'entreprise et que du coup, l'entreprise va battre de l'aile et finir par couler. Soit le dépôt de bilan va entraîner une forme de dépression et une forme de séparation avec le conjoint ou la conjointe. C'est vraiment des choses qui sont intrinsèquement liées en réalité. Alors pas toujours, hein, Dieu merci, il y a des gens dont l'entreprise ferme et qui ne se séparent pas en même temps et qui ne tombent pas en dépression en même temps, mais effectivement, c'est des choses qui s'imbriquent énormément. Et alors, on pourrait en parler pendant des heures, mais théoriquement, il ne nous reste que 5 minutes, donc on va déborder, je vous l'annonce déjà. Et pour lancer la première question, tiens, je te passe la patate chaude, Céline. La médiation peut être assurée par des personnes internes à l'entreprise ou au collectif? Alors, bon, écoute, je vais donner une réponse et puis je te laisserai compléter par rapport à... Ouais. voilà. Moi, j'ai envie de répondre à cette question que c'est possible, d'ailleurs ça se fait, notamment à la SNCF ou la RATP, vous allez avoir ce qu'on appelle des médiateurs institutionnels.
ce qui me semble difficile, voilà, parce qu'en fait, vous vous rendrez compte, si on a le plaisir d'échanger à nouveau ensemble, il y a finalement le processus de médiation et chaque médiateur peut parfois, avoir, ses manières de faire. Moi, je crois vraiment au principe de la neutralité pour pouvoir créer un cadre, dans le processus de médiation qui soit vertueux pour les gens et où il y ait suffisamment de confiance. Et j'ai du coup cette croyance que même si la personne interne à l'entreprise ou au collectif est d'une extrême bonne foi, et a connaissance de ses biais, de tout ce qui pourrait impacter sa neutralité et fait son entre guillemets «sa posture» le plus correctement possible, je pense qu'une relation, c'est toujours 2 personnes et que, il faudrait à minima aborder le sujet au sein de l'entreprise ou du collectif pour s'assurer que les personnes qui vivent la médiation, les médiés ou les médiants, heu, sont eux aussi convaincus que le médiateur est totalement neutre et du coup, n'a de près ou de loin aucun intérêt à prendre parti pour l'entreprise ou le collectif. Et en fait, ça, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas évident à dire pour, quelqu'un qui prendrait potentiellement part à une médiation, de se retrouver à dire: «Bah, moi, en fait, j'ai pas envie de voir le médiateur de la SNCF, parce que j'ai des conflits dans mon entreprise, mais je pense que, en fait, ce que l'entreprise veut, c'est qu'il y ait pas de conflit, donc on va pas m'écouter». Bah, en fait, si votre médier, il est dans cette posture-là, a priori, la médiation a moins de chances d'aboutir. Voilà, c'est mon opinion. Je sais pas, Alice, ce que tu en penses? Bah, j'ai pas grand-chose à ajouter, tu as bien résumé ma position. Je vois dans le chat, alors je pense qu'il n'y a que nous qui le voyons, attention au jeu de pouvoir interne, et effectivement, c'est tout à fait ça. Et par exemple, je pense que des médiations entre salariés, ça peut se faire par quelqu'un qui est dans l'entreprise. Je pense que ça peut se faire, à condition, comme tu disais, que, la personne, que les médiés reconnaissent l'indépendance et la neutralité de la personne qui fera la médiation. Par contre, je pense qu'une médiation entre associés ne peut pas se faire par quelqu'un qui est dans l'entreprise et qui serait du coup salarié des associés, Ah donc oui. qui va assurer la médiation. Là, ça me semble assez très risqué parce en soi, la personne ne sera pas du tout neutre ni indépendante, puisque potentiellement son poste sera en jeu selon le résultat de la médiation. Et puis, d'une manière générale, on a aussi souvent des problématiques d'associés qui ne souhaitent pas, que, entre guillemets, «leur linge sale» soit, exposé. Donc, effectivement, j'avais pas fait le lien avec le thème du jour, mais, oui, ça me paraît relativement peu indiqué. Quand on parle de collectif, c'est souvent moins clair ces aspects parce que, si vous pensez à des collectifs notamment associatifs, et je le dis absolument, sans être péjorative, mais il y a un petit côté bisounours que personnellement j'aime beaucoup, mais qui dans la réalité, en tout cas c'est mon expérience, se retrouve souvent confronté au principe de réalité justement où ça reste des personnes avec des objectifs différents, des manières de fonctionner différents, parfois des incompréhensions qui font que même au sein du collectif, en fait, être porté par une idée commune, ça suffit pas pour bien s'entendre. Et finalement, c'est aussi ça qui est derrière, notre volonté de partager dans ce webinaire avec Alice. C'est de c'est pas d'être les rabat-joie de service, mais c'est quand même de pouvoir diffuser le fait que tout est beau, tout est super, mais une association qui se passe mal, ça peut vite devenir l'enfer. Alors que l'idée est bonne, alors que l'intention est bonne, mais simplement parce qu'on n'est peut-être pas habitué à communiquer, heu, tous d'une manière, si optimale que ça et que, ou juste à se poser des questions en fait. On enfin voilà, là je dérive, donc je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer longtemps, mais j'espère que vous avez saisi l'idée. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais avant d'aborder la deuxième et dernière question, à moins qu'il y en ait d'autres qui arrivent en cours de route. C'est que je pense que finalement, ce qui fait qu'un collectif est moins stable en termes relationnels, c'est justement sa facilité de création, parce que finalement, ça n'a pas de structure juridique, souvent un collectif. Alors que n'importe quelle structure qui se crée, même si c'est créé de manière basique, force au moins à se poser deux, trois questions parmi celles dont on a parlé là. Alors qu'on peut très bien monter un collectif sans réfléchir du tout aux relations qu'on va avoir. Donc forcément, au premier problème, ça risque d'imploser. Encore une fois, c'est loin d'être le cas. Je connais des collègues traductrices qui bossent en collectif depuis des années et tout se passe super bien dans le collectif et elles arrivent à gérer leurs problèmes de manière très, très cohérente et très rapide, il n'y a pas de souci. Mais je pense que en fait, c'est ce manque en fait, de réflexion préalable qui est, enfin, ce manque. C'est plus facile de ne pas se poser les questions en amont quand on crée un collectif que quand on crée une structure plus stable, parce que quand on crée une boîte, on va quand même devoir créer des statuts et on va un minimum lire quand même ce qu'on a téléchargé sur Internet et le retoucher au moins à la marge si vraiment je prends entre guillemets le pire des cas. Et c'est vrai Et que ouais. vas-y.
Non, non, je voulais faire le lien avec ton propos, entre ton propos et ce que Marie-Louise Desfrais indiquait sur le fait qu'il y a beaucoup de problématiques qui se trouvent dans les associations informelles. Et tout à fait. Mais justement, la difficulté de ces associations informelles, c'est que c'est informel et que du coup, il y a un certain nombre d'étapes et de questions qui pourraient être posées qui finalement sont entre guillemets noyées dans l'opérationnel, voire pas du tout vues dans certains cas, et on se rend compte que ça peut être une source de tension ultérieure. Du coup, il y a une question qui vient d'être posée. Alors là, pour le coup, moi, j'aurais tendance à renvoyer vers quelqu'un qui est juriste, des conseils sur la structure juridique à donner à un collectif. Oui, alors je pense que de toute manière, ne serait-ce que pour le temps imparti, c'est compliqué de répondre à cette question. Néanmoins, pour des conseils très opérationnels, là tout de suite maintenant, vous pouvez aller sur le site notamment de la BPI qui a fait des pages relativement complètes sur les différentes structures juridiques qui existent et notamment sur les sociétés à mission et notamment les sociétés coopératives. Donc ça peut être une première source, de réflexion. Si vous voulez vous demander quelle structure juridique donner à votre collectif et que vous voulez vraiment être accompagné, à mon sens, il est nécessaire de faire ce travail de projection en amont de ce que vous voulez vivre dans ce collectif. Parce que il y a, enfin, cette mouvance de société à mission, c'est quand même relativement récent. On se rend compte que il y a des personnes qui les mettent en place, mais on a peu de recul. Et faut vraiment adhérer au système qui est derrière. C'est-à-dire que quand vous avez une structure classique, vous détenez des titres, enfin, si je prends un cas vulgarisé à l'extrême, vous avez des titres de société, ça vous donne droit à des dividendes, éventuellement vous avez une rémunération de gérance, machin, les choses sont très claires. Dès que vous vous mettez sur un processus coopératif, vous allez avoir encore plus besoin de muscler ce truc, de valoriser les compétences les uns et des autres et de clarifier à la fois le pouvoir et les actions des uns et des autres pour être sûr que votre collectif il soit solide. Parce que finalement, le concept, si je vulgarise à l'extrême, il y a des contraintes, mais il y a globalement une idée, c'est de dire que ce n'est pas le nombre de parts qui va déterminer ce que vous avez à la fin, c'est vraiment la force commune qui va donner de manière, pour le coup, plutôt équitable ou réputée plus équitable à toutes les personnes, le dû. Mais donc ça veut dire que si dans votre collectif, pour vulgariser à l'extrême, il y a quelqu'un qui se contente de faire ça et d'attendre que ça passe et qu'à la fin de l'année, il récupère le fruit du travail des autres, en général, c'est moyen perçu, quoi. Donc du coup, encore plus dans ces cas-là, se poser les questions et prendre le temps d'être accompagné vraiment pour être sûr de comprendre la totalité des engagements qu'on prend dans ces types de structures. Et pour rebondir là-dessus aussi, et après il y aura une dernière question et on passera à la conclusion, je pense. Il y a aussi dans les réflexions à se poser, c'est réellement, clairement, qui fait quoi et qu'est-ce qu'on veut faire réellement ensemble dans le collectif. Parce que potentiellement, il y a aussi des formes de sociétés auxquelles on pense beaucoup moins, et de sociétés et de collectifs auxquels on pense beaucoup moins et qui peuvent être largement suffisantes, surtout pour des indépendants. C'est les sociétés de moyens, les sociétés civiles de moyens, qui reviennent en fait simplement à mettre en commun des moyens, mais pas les bénéfices. Ça va être par exemple pour acheter un bâtiment ensemble, alors on va plutôt passer par une SCI pour acheter un bâtiment ensemble, mais pour salarier quelqu'un par exemple, alors les médecins le font souvent, ils vont se mettre à 4-5 médecins et ils vont avoir un ou une secrétaire. Alors, ça peut se faire par un biais de SCM, de Société Civile de Moyens. Ça peut se faire par plein d'autres biais, mais ça peut se faire par le biais de la SCM. Et là, ça peut être aussi pour acheter un logiciel ensemble. Si on n'a que envie d'acheter un logiciel et de se partager, d'avoir, je ne sais pas, un logiciel avec 10 licences qui coûtera peut-être 1000, 2000, 3000 euros ou encore plus selon le type de logiciel et qu'on n'a pas envie de l'acheter, enfin, que ça revient moins cher de l'acheter ensemble, mais qu'on a envie quand même de rester indépendant sur nos revenus, on peut juste créer une société civile de moyens ou une société civile d'un autre type. Et il y a aussi les groupements d'intérêt économique qui sont très intéressants à creuser. Alors là, clairement, je ne vais pas pouvoir détailler le fonctionnement maintenant parce que déjà, je n'ai pas encore tout compris, parce que c'est un peu compliqué et que ça prendrait du temps. Mais groupement d'intérêt économique qui permet à la fois de maintenir son indépendance et à la fois de mettre en commun une partie de l'activité. Donc, c'est vraiment intéressant aussi pour des gens qui ont des activités qui sont connexes, qui sont complémentaires. C'est vraiment des sujets à creuser. Donc voilà, et d'où l'intérêt, encore une fois, de vraiment réfléchir en amont à ce qu'on veut faire dans l'entreprise, et c'est ça qui va déterminer la structure juridique. Et c'est pour ça que c'est compliqué. J'ai eu plusieurs retours là-dessus, quand on va voir que ce soit un comptable ou un avocat en disant moi, je vais créer une boîte, qu'est-ce que vous me conseillez? Avec juste cette question-là, en fait, on ne peut pas répondre.
C'est ce que j'ai compris de tous les retours que j'ai eus, c'est qu'en fait, personne ne peut répondre à cette question-là sans avoir eu tout le déroulé avant. Je vois comme remarque que le GIE, donc le groupement d'intérêt économique, ne doit pas être la majorité de la source de revenus, sauf erreur. Ça, j'en sais rien du tout. C'est possible, Marie-Louise. Ça, je ne le sais pas. Mais effectivement, à vérifier, là, je lance la piste, parce que finalement, c'est une piste qui est très peu connue, le groupement d'intérêt économique, et qui, je pense, gagnerait à être plus connue. Et donc voilà, ça dépend vraiment si on veut s'associer entièrement et tout mettre en commun ou pas. Et rien que ça va vraiment déterminer le type de société. Puisque les SAS, les SASU, les SARL et compagnie, là réellement on met tout en commun, les risques, les bénéfices, les dépenses. Avec une société civile de moyens, par exemple, on met beaucoup moins de risques enfin, on met des dépenses en commun, mais on ne met plus de bénéfices en commun du tout. Et du coup, la toute dernière question que je vois que tu as peut-être répondu, du coup, Oui, c'est je me disais qu'on était un peu short en temps, donc sur la question de Fanny, c'est ça? ouais, sur l'approche de la valeur à adopter dans le cadre d'une Ouais. association créative. Donc, de manière très rapide, puisque je me doute que vous avez tous des obligations par ailleurs. Moi, j'ai vraiment l'impression que tout ce qu'on vous a dit, ça peut s'appliquer à une association non lucrative, parce que vraiment, notre propos, c'est plutôt de vous parler des meilleures manières de travailler ensemble et des clés du succès pour s'associer au sens large. Donc, on vous a parlé d'un projet d'entreprise parce que c'était notre hypothèse de travail, mais en fait, si c'est un projet d'association non lucrative, donc organisme sans but lucratif, c'est la traduction d'OSBL que je vous ai mis. En fait, dans la pratique, de toute façon, je ne sais pas si vous avez déjà l'expérience du secteur non lucratif ou pas, mais il y a un certain nombre de choses qui font que vous avez tout intérêt à considérer cette association, quand bien même elle est non lucrative, comme un projet d'entreprise. Pourquoi? Parce que si vous avez un projet d'intérêt général, vous avez quand même envie qu'il soit pérenne. Or, si ce projet, vous voulez qu'il soit pérenne, ça veut dire que vous voulez que les gens s'investissent dedans, qu'ils soient salariés ou qu'ils ne soient pas salariés, ils ont besoin de s'investir dans de bonnes conditions. Il y a un moment où l'association, où il y en a deux qui font tout et les autres qui regardent, c'est comme une entreprise, ça se passe pas très bien, quand bien même derrière, on ne veut pas réaliser de résultats, sauf que ça s'arrête plus vite, parce que la plupart du temps, il y a moins d'enjeux. Mais la réalité, c'est que le projet final, il va avoir plus de difficultés à se réaliser de la même manière. Donc je crois vraiment que tout ce qu'on vous a dit, ça vaut le coup de se poser des questions dans les mêmes termes. Qui apporte quoi? Comment je le valorise? Est-ce qu'on est tous d'accord sur la valorisation? Qu'est-ce que ça implique en termes d'équilibre des pouvoirs? Qu'est-ce que ça implique en termes de ce qu'on retire à la fin? On peut faire du non lucratif et avoir des attentes sur ce qu'on retire à la fin. Ne serait-ce que l'objectif d'intérêt général, c'est de résoudre la faim dans le monde. Et ben moi, je pense qu'il faut d'abord commencer par la France, associé A, et l'associé B, il dit, ben moi, je pense qu'en Asie, ils souffrent plus, donc ce qu'on récolte, ça va aller en Asie. Vous voyez que là, je suis sur du non lucratif, deux personnes qui s'associent autour d'un même projet apparemment, mais qui, dans les modalités, auront besoin de se parler davantage pour pouvoir prendre une décision qui leur convienne à tous les deux. Et sur Voilà, la et question de la valorisation, pour rebondir rapidement, c'est que nous, notre propos, c'est vraiment de vous dire finalement, réfléchissez-y, demandez-vous ce qui pour vous a de la valeur dans l'entreprise. C'était ça aussi le sens du sondage qu'on vous a partagé. Demandez-vous ce qui pour vous a de la valeur dans l'entreprise et après, vous pourrez aller voir des spécialistes de la comptabilité, des spécialistes du droit qui vont vous aider à transcrire ce que vous avez envie de valoriser de manière comptablement efficace, de manière juridiquement efficace. C'est vraiment de se poser en avance les questions. Quelle valeur j'ai envie que ça puisse avoir? Est-ce que j'ai envie que les compétences aient la même valeur que l'argent? Est-ce qu'on a envie que l'apport matériel soit plus valorisé que l'apport financier? Et si c'est le cas, on le note, on le consigne, on est tous d'accord. Si on n'est pas tous d'accord, on s'arrange pour trouver un terrain sur lequel on est tous d'accord. Et à partir de là, derrière, c'est pas nous qui allons pouvoir vous dire comment ça se valorise, parce que ça demande des compétences assez pointues qu'on n'a pas, que moi en tout cas j'ai pas parlé en ton nom. Par contre, effectivement, c'est important d'avoir ce point-là, de savoir à l'avance ce qu'on veut, d'être d'accord sur ce qu'on veut, pour être efficace au niveau des rendez-vous avec les spécialistes derrière qui vont vous accompagner dans la création elle-même. Mm. Voilà. C'est parfait, je n'ai rien à compléter. Je Bon, pense bah, qu'on peut c'est passer à parfait. la conclusion. Bah, du coup, comme je viens de parler, je te laisse commencer à la conclusion. Eh bien, pour conclure, on voulait déjà vous remercier vraiment pour votre présence, y compris pour les personnes qui nous rejoindront, qui regarderont ce replay. Merci d'avoir assisté à cet événement. Euh, Comme vous l'avez vu, il y avait beaucoup de choses et on ne vous a pas tout dit. Voilà, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est que nous, on trouverait intéressant si vous avez des questions qui vous viennent, même dans 2 heures ou dans 10 jours, sur lesquelles vous aimeriez qu'on puisse discuter, bah, que vous nous en fassiez part.
Si vous avez envie qu'on anime d'autres webinaires, que vous puissiez nous le dire également. On s'était dit aussi qu'on vous expliquerait un petit peu plus ce qu'on fait, donc je vais d'abord laisser la parole à Alice. Bah, du coup, donc moi, je travaille principalement sur ce dont on vient de parler, sur les relations entre associés, à la fois sur l'accompagnement en amont, un peu ce dont on parlait là, accompagner les gens qui veulent s'associer à se poser les bonnes questions par le biais de tout un questionnaire sur les forces, les faiblesses, les relations à l'argent, la relation au temps. Je ne vous refais pas tout le webinaire là. Cet accompagnement-là, et après, donc ce qu'on pourrait appeler de la facilitation, de la médiation de projet, et aussi la, entre guillemets, vraie médiation, quand il y a des tensions, soit pendant la vie de l'entreprise, soit quand un associé veut partir et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur la valorisation de la part, des parts qu'ils vont revendre, sur les conditions du départ, pour voir que ça se fasse de manière concertée et cohérente et dans la bonne humeur autant que possible, en tout cas qu'ils partent en bons termes et qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Et du coup, vous pouvez me retrouver, j'enchaîne, sur LinkedIn, je vous mets le lien parce que c'est toujours compliqué d'épeler des liens LinkedIn, donc je vous le mets dans la discussion. Et vous pouvez me retrouver aussi sur mon site internet convivo-médiation.fr. Et n'hésitez pas à m'inviter sur LinkedIn, je serai ravi d'échanger avec vous. Je te laisse te présenter, résumer ce que tu proposes. Alors, je vais faire tout comme toi et vous copier aussi mon lien LinkedIn. Voilà. Je vous donne aussi mon adresse mail, mais je crois que vous l'aurez sur le bonus de toute façon, puisque on a prévu de vous envoyer un petit cadeau. Donc, vous aurez de nos nouvelles la semaine prochaine probablement, hein. Je crois que c'est ce qu'on s'était calé. Ouais. Pour ma part, j'ai un positionnement un peu plus large en médiation puisque, ma volonté, c'est vraiment de promouvoir le processus de démédiation et d'accompagner les personnes, effectivement à la fois en amont pour éviter toute tension, mais aussi quand elles se présentent. Donc ça peut être, des entrepreneurs au sens large, même s'ils ne sont pas associés, donc ça inclut les relations collectives. Hem Ce que j'aimerais dire pour l'évangélisation sur la médiation, je ne sais pas si vous connaissez le processus, mais en tout cas, moi, j'aimerais vous partager pourquoi je le fais. C'est parce que, en tant qu'avocate, dans ma première vie et même, par rapport à ce qui résonne pour moi, j'ai beaucoup vu je vois beaucoup de situations, même dans la vie personnelle, où on est un peu contraint par, ce qu'on croit qu'il faut faire, par ce qu'il est mieux de faire, par ce qu'on nous dit de faire. Et ce que j'aime dans la médiation, c'est que c'est vraiment un espace où chacun a la possibilité et même le devoir, quand il adhère au processus de médiation, de se demander ce qui est vraiment bon pour lui. Et ma croyance, c'est que quand on est en accord avec ce qui est bon pour nous, même dans des projets très ambitieux d'entreprise, on donne beaucoup plus de chances de succès à ces projets et à nous-mêmes. Voilà. C'est un parfait résumé. Et tu parlais tout à l'heure de retours que les gens pourraient nous faire. Si je ne me suis pas trompé, encore une fois, dans le paramétrage des trucs, vous devriez avoir à la fois à la fin du webinaire, en fermant le webinaire, et par mail, je ne sais plus si je l'ai paramétré demain ou lundi, j'ai un doute, pour le mail de Lundi, je suivi. crois. Je crois qu'il doit On être fait s'était vite dit pour qu'on l'instant. laissait les gens tranquilles le week-end. Je vais vérifier que je ne me suis pas trompé dans le paramétrage. Mais en tout cas, vous devriez avoir un questionnaire qui est dedans. Donc, je vous invite à le remplir pour à la fois nous donner votre retour sur ce webinaire-là et nous dire si vous aimeriez qu'il y en ait d'autres sur d'autres thématiques proches. C'est un questionnaire, je crois qu'il doit y avoir 4-5 questions. Franchement, ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. N'ayez pas peur. Merci Oui. beaucoup d'avance pour votre participation au questionnaire et merci pour la participation à ce webinaire en espérant qu'il vous a plu et qu'il a tenu ses promesses, au moins une partie, parce qu'il y a beaucoup de promesses en 1 heure. En tout cas, on espère que ça vous a fait réfléchir, que vous repartez avec des questionnements que vous allez pouvoir vous poser pour nourrir et faire grandir vos projets d'association. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir tout le monde.